Et entre-temps, justement, la mairie de Paris, la voilà, représentée par vous, Jean Rolland. Un mot juste avant sur votre titre d'architecte voyer en chef. C'est indépendant de la question de votre position en tant que chef du service des bâtiments culturels. Alors peut-être juste un mot sur ce architecte voyer. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? On en avait déjà parlé la dernière fois et donc j'ai un peu révisé mes leçons. En fait, c'est assez simple. Les architectes voyers de la ville de Paris sont un corps de fonctionnaires qui sont attachés à la commune de Paris, et ça depuis un certain temps. La spécificité de ce corps-là, c'est qu'il prend racine dans la Renaissance, puisqu'il a été créé en 1599 dans le cadre de l'édit, l'édit de la charge des grands voyers de France, donc qui a été proclamé par Henri IV. Et de fait, Sully, son surintendant aux finances, s'était proclamé grand voyer de France d'une part et voyer de Paris pour assumer les charges en fait d'embellissement des villes. Et donc il y a eu plusieurs voyers un peu partout en France à cette époque-là. L'objectif étant d'embellir les villes. Donc c'est quand même un peu le rôle et l'origine de nos missions. Après, ça a un petit peu disparu. C'est revenu en 1895, un petit peu avant, en 1895, où là, les architectes se sont emparés de cette charge de voyer et ne l'ont plus lâché jusqu'à aujourd'hui, sachant qu'on est maintenant tout à fait statutairement fonctionnaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, comme nos amis architectes des bâtiments de France ou architectes urbanistes de l'État, de travailler dans le privé. Voilà. Donc on est totalement dévolu à la mission parisienne. Mais alors, juste pour préciser, par rapport à votre fonction actuelle, disons que c'est un plus, ça vous donne peut-être une vision un peu plus vaste, un peu plus de contexte. Au même titre que, en fait, il y a deux corps techniques, enfin il y en a plusieurs, il y a plusieurs corps techniques à la ville, mais les deux principaux sont les ingénieurs et les architectes. Donc on fait carrière à la ville, moi ça fait 24 ans maintenant que j'y suis, on rentre par concours, etc. Et en fait on s'occupe de tous les services techniques. Alors là, avec nos amis, je vois Caroline Le Turc qui s'occupe du projet de Bruno Madère, qui elle n'est qu'ingénieure, mais bon, je la salue quand même. C'est la meilleure d'entre toutes. On est amené à prendre la direction de service ou parfois même de sous-direction. Actuellement, par exemple, le permis de construire est dirigé par un sous-directeur qui est architecte voyer général. Voilà, donc les grades qui suivent derrière sont des grades un peu comme à l'armée, un peu désuets, mais enfin bon, on y tient quand même. Très bien, voilà. Bon, on referme cette parenthèse. C'était une précision qui me semblait intéressante, d'autant que, voilà, notamment dans le cadre de Paris fait Paris, on essaye aussi, je crois, beaucoup de mettre en avant les différents métiers qui participent à la conception des bâtiments parisiens. Et donc, je voulais profiter de ce statut un peu particulier pour en dire un mot. Et je vous laisse la parole maintenant. On va en parler de la gestion et de la programmation, donc des conservatoires parisiens. Jean Rolland, c'est à vous. Alors je promets d'en redire un mot l'année prochaine quand vous me réinviterez. Non, je vous poserai naïvement la question, bien sûr. Juste une précision particulière avant de démarrer cette introduction pour que les gens comprennent un peu. Donc j'appartiens à la direction des affaires culturelles et je suis le chef d'un service qui s'appelle le service des bâtiments culturels. Il y en a 200 à Paris. Il y a un autre service qui est le département des édifices cultuels. Il y en a 93, mais qui ne relève pas de ma compétence. Ces 200 bâtiments, ce sont les conservatoires, les bibliothèques, tous les bâtiments qu'on croise dans la ville et qui ont vraiment pignon sur rue, mais c'est aussi les théâtres, les collectifs d'artistes, les grands équipements comme le 104, la Gaîté Lyrique, etc. Et nous sommes amenés à la fois à gérer ces bâtiments, à les entretenir, à les maintenir en bon état, et puis très régulièrement à imaginer d'autres équipements et les construire. Et en l'occurrence, pour cette partie des conservatoires, c'est finalement, quand on regarde, ça a été une époque là qui s'est avérée. Vous voyez 4 images différentes, qui sont les 4 derniers conservatoires les plus récents. Le plus vieux de ces 4 établissements n'étant vieux que de 5 ans seulement. C'est dire s'il y a eu effectivement un travail énorme qui a été fait sur ces conservatoires. J'ai naturellement pas mis le tien, puisque comme ça, c'était pour ne pas teaser cette affaire. Voilà. Donc aujourd'hui, le panorama des conservatoires est le suivant. Vous avez la carte de Paris qui est présent ici. L'objectif, c'est d'avoir, grosso modo, un établissement, un conservatoire municipal d'arrondissement
par arrondissement, à l'exception des 4 premiers arrondissements de Paris qui sont regroupés dans un seul établissement. Aujourd'hui, le conservatoire Mozart qui est situé sous la canopée des Halles. Et ces 17 conservatoires municipaux, donc qui sont, comme vous l'avez expliqué, vraiment à l'échelle de l'enseignement des enfants, à l'échelle locale, comment dire, est accompagné en fait d'un autre conservatoire, c'est le conservatoire à rayonnement régional, qui est vraisemblablement un défaut de dénomination parce que ça devrait être un conservatoire à rayonnement départemental, puisque la région n'est pas du tout partie prenante dans cet établissement. Ce conservatoire à rayonnement régional fera peu l'objet de ma présentation parce qu'il a ses spécificités. Pour essayer de clarifier sa position, c'est un lieu où les élèves qui suivent ce cursus se destinent à devenir des professionnels, ce qui n'est pas forcément le cas des conservatoires municipaux d'arrondissement, les CMA, ce qu'on dit, qui sont eux vraiment destinés à ouvrir l'enseignement musical ou la danse ou l'art dramatique aux jeunes qui résident dans les arrondissements. Donc c'est plus de 22 000 élèves par an, c'est 2600 professeurs d'enseignement musical et de danse, etc. Et plus de 39 000 mètres carrés dédiés aujourd'hui à Paris par rapport à ça. Alors, depuis quelques mandatures, hein, puisque la vie administrative municipale est jalonnée de plusieurs mandatures, mais disons que depuis les 15 dernières années, un travail énorme a été fourni sur ces conservatoires et a vraisemblablement changé complètement l'image qu'on pouvait en avoir. Si vous reprenez les conservatoires, une diapositive que je n'ai pas préparée, qui aurait été intéressante, une diapositive en 2001 et une diapositive aujourd'hui, des lieux, de leur gestion, vous verrez que ça a été radicalement transformé. Aujourd'hui, les conservatoires sont des établissements qui sont ce qu'on appelle des établissements en régie. Ce sont vraiment des conservatoires municipaux avec des fonctionnaires à l'intérieur et des enseignants qui diffusent leur enseignement auprès de différents élèves. Il a été décidé de faire une réforme en 2014 qui visait à développer donc les formes pédagogiques variées et en favorisant les pratiques collectives et les approches transversales des arts. L'idée était que avant cette époque, l'enseignement était un peu trop segmenté dans tous les sens du terme, segmenté socialement, segmenté en termes de domaine d'enseignement, et puis on privilégiait avant beaucoup plus l'enseignement du professeur à l'élève et pas tellement des enseignements groupés. Donc, compte tenu de la très forte demande pour la participation dans ces lieux, il a été effectivement décidé d'envisager de réformer ces conservatoires et notamment d'assumer des petits groupes d'élèves qui vont pouvoir répéter ensemble. Donc ça aura naturellement un impact sur l'architecture puisqu'il va falloir pousser un peu les murs pour pouvoir avoir des salles un peu plus grandes, pour pouvoir développer ces pratiques collectives. Il faudra aussi développer les pratiques artistiques diverses, pas simplement cantonner les conservatoires à la musique, mais permettre aussi l'enseignement de la musique amplifiée, ce qui n'était pas, donc de moderniser un peu les domaines culturels qui sont proposés, la danse, comme je vous l'ai dit, le théâtre, le numérique et quelquefois les arts plastiques, mais j'ai peur que mes collègues qui s'occupent des conservatoires soient un peu chauffés. Les arts plastiques, moi, j'en ai pas beaucoup vu. Vous avez fait des salles d'art plastique, non? Je crois pas. Hein. Non. Bon, voilà. Donc, ils sont un peu emballés. Je pense qu'ils sont bons. Par ailleurs, dans ces nouveaux établissements, on a souhaité aussi développer des espaces spécifiques pour les enseignants, pour que les enseignants puissent penser de manière beaucoup plus transversale leur enseignement, la transversalité et la complémentarité. Et puis, dans chacun des espaces, on le verra dans l'exemple qui va suivre, un lieu pour la restitution de cet enseignement, c'est-à-dire que chaque parent qui met son enfant à l'école puisse au moins voir son enfant, même s'il est débutant, un jour sur scène, pour pouvoir l'écouter, le comparer et prendre plaisir à ce qu'effectivement il y ait une restitution de cet apprentissage. Voilà, et puis enfin, on fait aussi un peu plus d'espace de vie. Donc, c'est-à-dire que ces lieux qui étaient au départ destinés
à des lieux où on venait recevoir un apprentissage et on partait, deviennent vraiment des lieux de vie. Donc naturellement, ils prennent énormément d'espace et ça crée des équipements qui sont beaucoup plus importants que ceux qu'on a vus par le passé. Cette réforme, je vous l'ai dit, je ne vais pas le répéter, mais en fait, cette diapositive avait surtout pour but d'expliquer un peu comment tout ça a été mené. En gros, en 2014, il y a eu effectivement des formes de diagnostics qui ont été émises, des expérimentations qui ont été menées en 2015-2016, et puis désormais la mise en place, effectivement, la généralisation, le déploiement de ces 3 axes à tous les conservatoires, donc le développement de l'offre pédagogique de tous les conservatoires, le déploiement d'un parcours de sensibilisation musicale. Alors ça, c'est un petit côté un peu spécifique, c'est-à-dire que d'un seul coup, les conservatoires se sont ouverts à des gens qui ne sont pas inscrits au conservatoire. Il a été souhaité que les enfants qui sont en classe de CP puissent venir avoir un cours, découvrir un instrument de musique au sein des conservatoires plusieurs fois par an. Donc il y a maintenant un certain nombre d'écoles qui participent à ce parcours de sensibilisation musicale, mais les élèves aujourd'hui croisent aussi des classes entières d'enfants qui ont 5-6 ans, 6-7 ans disons, qui viennent vraiment des classes de CP. Et puis un développement spécifique de partenariat avec des acteurs de l'enseignement artistique et des structures relevant du champ social. Ça, c'est chaque lieu a besoin de nouer des liens territoriaux. Le but, c'était la démocratisation de ces enseignements. Et donc, il y a vraiment, à chaque fois, dans chaque conservatoire, maintenant, un partenariat qui est fait avec un acteur du champ social, que ce soit un centre d'animation jeunesse, vous en avez fait quelques-uns, ou que ce soit des associations locales qui vont permettre d'amener des publics qui n'auraient pas été sensibles forcément ou qui considèrent que l'enseignement musical, ça relève d'une certaine classe sociale, que ces gens-là puissent effectivement être accompagnés pour qu'ils puissent découvrir ça. Ça a créé en fait un engouement, enfin un développement assez... Alors attendez, là je reviens en arrière. Hop, voilà. Ça a créé finalement, ça a assez bien pris cette politique. Il s'avère qu'aujourd'hui, un petit exemple, c'est qu'aujourd'hui on est obligé de tirer au sort les nouveaux arrivants dans les conservatoires, tellement il y a de demandes qui sont faites. Alors, quelqu'un qui a engagé un cursus, naturellement, est repris chaque année. Il ne va pas repasser au tirage au sort, mais par contre, les nouveaux arrivants sont tirés au sort, tellement la demande est grande. En 2013-2014, il y avait eu donc 19 000 élèves dans les conservatoires. Aujourd'hui, il y en a plus de 21 000, pratiquement 22 000 l'année prochaine. C'est-à-dire une augmentation de 11% des publics. Mais à cela s'ajoutent les 13 000 élèves, les 13 000 enfants de CP qui ont participé justement au parcours de sensibilisation musicale et qui maintenant rentrent aussi, qui sont des futurs élèves. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, finalement, les conservatoires dont on pensait que c'était quelque chose qui était un peu, comment dire, discret dans la ville, en fait, est un mouvement populaire extrêmement fort, extrêmement puissant dans Paris. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, les surfaces dédiées représentent 34 000 m², et fort de ces réformes, naturellement, des bâtiments avaient été la reconstruction de bâtiments avait été engagée bien avant, 44% de ces surfaces, 44% de toutes ces surfaces dédiées à l'enseignement musical ont moins de 5 ans d'ancienneté. Ce sont des bâtiments qui sont sortis depuis 5 ans. C'est un mouvement engagé depuis 10 ans, mais voilà. Et je n'ai pas compté naturellement les nouveaux équipements, l'équipement dont on va parler tout à l'heure dans cette statistique-là. Et donc la ville a quand même investi sur les 10 dernières années 80 millions d'euros dans la construction de nouveaux conservatoires, pour les citer, le 12, le 13, le 17, le centre et le 14 dont on parlera tout à l'heure. Puis je vous ai mis un petit histogramme qui montre bien quand même que le travail reste à faire. Il y a quand même encore des arrondissements, notamment le 18e, le 19e, où l'offre reste quand même extrêmement ténue et où il y aura vraisemblablement des évolutions. Voilà.
Peut-être juste un mot avant de passer, vous allez nous présenter ensuite les établissements en question. Du coup, cet engouement que vous marquez là, il vous donne envie, j'imagine, d'en créer encore des nouveaux de conservatoires. Il y a des choses prévues, on en parle ou c'est encore un peu trop tôt? Non, mais on en discute, mais c'est-à-dire que Paris est une commune qui est très petite, c'est une capitale européenne qui est quand même très petite, et donc le foncier est difficile à trouver pour pouvoir créer des grands équipements comme cela. Donc aujourd'hui, et je l'expliquerai en fin de présentation, on se tourne vers d'autres pistes, on laisse ouvert le champ des possibles pour se dire qu'effectivement l'enseignement tel qu'il existait dans le cadre des conservatoires, etc., peut évoluer vers autre chose, on peut le maintenir, mais ça peut être aussi d'autres formes qui accompagnent cet enseignement. Il y a actuellement des sites qui ont été ouverts, des sites où l'on crée par exemple dans l'art dramatique des spectacles et où on impose aux compagnies qui viennent créer de faire de la formation, de faire de l'enseignement auprès des publics locaux, donc qui viennent à partir de 18h apprendre le théâtre auprès de professionnels. Il y a ce lien qui est très fort. Donc le conservatoire restera, à mon avis, un enjeu, enfin, pas un enjeu, mais restera une présence très très forte au sein des arrondissements, mais il est possible qu'il y ait d'autres formes qui arrivent à côté. Okay, on va voir ça. De toute façon, vous allez nous en parler peut-être un petit mot en fin de présentation. Et donc, juste avant, vous vouliez nous présenter les 5 établissements de ces dernières années. Les 5 derniers, plus, hein. Les 4 derniers qui ont été livrés, parce que c'est intéressant de juxtaposer ces images-là. C'est des formes architecturales qui sont extrêmement spécifiques. Il y a, je ne sais pas si les architectes sont totalement libérés dans la création de ces équipements-là, mais il y a une créativité qui est assez importante à constater. Vous avez là le conservatoire qui a été conçu par Bernard Desmoulins, le CMA 12, Paul Ducasse, qui a été ouvert en 2014, 4236 mètres carrés d'équipement. Il est le long des voies ferrées entre l'avenue Daumesnil et les voies ferrées, le faisceau des voies qui partent de la gare de Lyon. Et ça a permis d'augmenter la fréquentation du conservatoire de manière très conséquente, puisqu'on est passé de 1100 élèves à pratiquement 1600 élèves par an. Voilà. Et ça ne cesse d'augmenter. Vous avez là un autre projet que je trouve aussi assez spectaculaire, qui est le projet de Brochet Lajus Pueyo, qui est le conservatoire du 13e arrondissement, Maurice Ravel, qui lui a permis la rénovation d'un bâtiment, le premier bâtiment que vous voyez au premier plan, qui était l'ancienne école de meunerie du 13e arrondissement, dans lequel donc, il a développé la totalité des studios, et à côté duquel il a suspendu des salles de danse, comme ça, ce petit objet qui est perceptible depuis l'espace public. Donc c'est une grande salle de danse qui est située, et en fait qui est située au-dessus de l'auditorium qu'on ne voit pas, qui s'est un peu caché, mais parce que encore une fois, le foncier étant rare à Paris, la parcelle qui est devant l'auditorium est destinée à être bâtie. D'ailleurs, je crois qu'elle est en chantier actuellement dans le cadre des appels à projets urbains innovants. On est quelle rue là, pardon? Rue Nationale, je crois. D'accord. Rue Nationale. Je n'ai pas mis les adresses, effectivement. Un autre conservatoire extrêmement spectaculaire, extrêmement gros, on le perçoit depuis le périphérique, le boulevard du périphérique. C'est le conservatoire du 17e arrondissement qui a été conçu par Basalt Architecture et qui a été livré en 2013. Celui-ci donc fait 4530 mètres carrés, je crois que c'est le plus gros qu'on ait. D'ailleurs, on a des gros problèmes aussi avec. Mais bon, ça c'est le plaisir de la livraison des équipements neufs. De la même manière, on a pu effectivement augmenter de manière très conséquente le nombre d'élèves qui participent à ces enseignements. Encore une fois, les deux grandes baies, les deux gros cubes qui sont là-haut sont des salles de danse qui dominent un peu Paris. C'est souvent aujourd'hui une thématique qui fait rêver les architectes et qui fait aussi rêver les danseurs, pour rien vous cacher. Je crois qu'on va en reparler tout à l'heure de ce genre de salle. Ça me dit quelque chose par rapport au bâtiment qu'on va voir. Exactement. Et le dernier qu'on ait livré, celui le conservatoire Mozart, qui est situé dans l'aile sud de la Canopée des Halles.
Il a été livré en 2016. Alors, il est un peu plus petit que les autres. Il se répartit, lui, seulement sur 2 niveaux, alors que tous les autres se répartissent sur 4 ou 5 niveaux en général. Il y a un peu plus d'étudiants, naturellement, mais il est en train de monter en charge. Il y a eu beaucoup de problèmes de réception du bâtiment. Il a été conçu par Patrick Berger et Anziotti. Et aujourd'hui, il est en tout cas très agréable maintenant à fréquenter. On parlait des contraintes architecturales et techniques. Enfin, mon confrère pourra en dire un mot tout à l'heure. Sur ce bâtiment, par exemple, les contraintes en termes d'isolation entre les salles de musique et de 60 décibels, et l'isolation vis-à-vis de l'extérieur du quartier est de 45 décibels. Ce qui fait qu'on a quand même pratiquement de manière systématique des salles qui sont totalement suspendues sur les ossatures du bâtiment pour éviter aussi la transmission solidienne des sons. La transmission solidienne, donc c'est le son qui se répercute à travers le béton ou à travers les structures. Voilà. On n'a plus de problème pour s'isoler du son réel, mais on a des problèmes pour la transmission solidienne. Et donc, pour terminer, vous voulez nous faire un petit point sur l'évolution alors de tous ces bâtiments. On a eu un avant-goût tout à l'heure et vous nous en dire un petit peu plus. On parlait effectivement des nouveaux enjeux. Donc naturellement, l'augmentation et la demande toujours croissante, et puis la volonté des élus politiques, Anne Hidalgo et Bertrand Delanoë auparavant, et aujourd'hui relayée par Christophe Girard, l'adjoint chargé de la culture. On s'interroge. Donc les pistes que je vous donne là sont des pistes d'études. Aujourd'hui, rien n'est arrêté, mais on s'interroge effectivement pour que ces bâtiments qu'on utilisera demain aient des caractéristiques un peu plus différentes. Pourquoi ? Aujourd'hui, ces établissements, ces équipements ont beaucoup de succès et ils sont ouverts que pendant les périodes scolaires. Donc, c'est-à-dire que finalement, dans un territoire où on est très contraint et on a peu d'espace, on a le luxe d'avoir des bâtiments et des équipements publics qui sont fermés très souvent, c'est-à-dire pendant toutes les périodes scolaires. Et ça, on souhaiterait que ça puisse évoluer dans le temps. C'est pour ça qu'on souhaiterait que dans le temps, il y ait beaucoup plus de mutualisation et de partage, et faire en sorte que ces bâtiments soient plus ouverts, mais plus ouverts dans un sens vraiment très très ouvert. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Et puis par ailleurs, on souhaiterait donc que ces bâtiments qui seront créés dans le futur puissent être évolutifs, c'est-à-dire qu'ils puissent s'adapter aux nouvelles pratiques, qu'ils puissent évoluer dans le temps, qu'ils puissent être modulaires, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment pouvoir créer des espaces, les supprimer dans la même semaine, avoir vraiment une sorte de métabolisme architectural, si je peux exprimer comme ça, à l'intérieur du bâtiment. Et puis qu'il soit réversible, c'est-à-dire qu'un grand équipement puisse devenir une multitude de tout petits équipements accessibles à tous. Donc on travaille sur ces pistes-là aujourd'hui. On a y compris des programmes, alors pas encore dans les conservatoires, même si je vais vous en parler d'un. On réfléchit à effectivement comment est-ce qu'on va pouvoir beaucoup plus ouvrir notre équipement public dans le futur. Au passage, pardon, je vous interromps juste parce que c'est vrai que si on suit les petites leçons de ville, chaque mois ici est déjà dans le cycle qu'on avait fait il y a 2 ans sur les équipements publics. Ce sont en tout cas des enjeux qu'on retrouve aussi sur l'évaluation des bâtiments publics. Voilà, ces questions d'évolution, de modularité, de réversibilité et bien sûr tous les enjeux climatiques qui vont avec. Exactement. Donc juste une précision aussi, c'est que le programme du conservatoire maintenant impacte aussi les autres programmes architecturaux culturels. C'est-à-dire que par exemple, la dernière bibliothèque qu'on a lancée là, qui est une bibliothèque qui va être située dans le sud de Paris, d'un millier de mètres carrés, eh bien, il a comme contrainte, le programme a comme contrainte de faire des espaces dans lesquels les porteurs sont distants au minimum de 8 mètres, dans lesquels les hauteurs sous plafond sont au minimum de 4,50 m. Tout ça, non pas pour la bibliothèque elle-même, mais pour dans le futur, si un jour on veut faire muter la fonction de ce bâtiment et qu'on veut installer un plateau de danse, eh ben on pourra le faire. Voilà. Donc c'est quelque part, le programme du conservatoire sert aussi de maille, j'allais dire, de plus petits dénominateurs communs à tous nos programmes culturels.
Et voilà. Et par ailleurs, donc effectivement, l'enjeu climatique, vous l'avez dit, ce qui me semblait être important, c'est depuis le vote par la municipalité du plan climat en mars 2018, il y a un engagement de Paris pour diminuer de 60% la facture énergétique d'ici à l'horizon de 2050, avec un premier point d'étape qui est la diminution d'au moins 30%, je crois, d'ici à 2030. De 20% d'ici à 2030. Donc ce qui veut dire qu'on va devoir penser les bâtiments un petit peu différemment, ce qui va aussi nous réinterroger sur la manière qu'on a d'utiliser les bâtiments. C'est-à-dire que très souvent, par exemple, quand on a ouvert le conservatoire Mozart, très souvent on a eu l'hiver des musiciens qui se plaignaient d'avoir trop froid et des danseurs qui étaient extraordinairement bien, et puis l'été, naturellement, on avait exactement l'inverse, des danseurs qui avaient trop chaud et des musiciens qui étaient vraiment, eux, très très bien. Donc tout ça, il va falloir qu'on arrive à le gérer. C'est vraiment, pour le coup, ce qu'on appelle des enjeux, le mot n'est pas galvaudé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas si on arrivera à faire ça, mais il y a une conjonction d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire l'usage, la construction, et puis les bonnes pratiques qui feront qu'on arrivera à atteindre ces objectifs. Je vous donne 2 exemples par rapport à ça. Le premier, c'est celui le CMA 15. En fait, le conservatoire, il est là. Il est au cœur des tours. On est sur un urbanisme de dalles, et c'est des dalles qui appartiennent à Paris Habitat, et il est juste là. Et en fait, les dalles, ici, cet urbanisme va être cassé. Donc on rentrait depuis la dalle et on descendait dans le conservatoire, et donc on doit complètement réorganiser à très court terme ce conservatoire pour pouvoir rentrer depuis la rue, une fois qu'on aura effectivement démoli cet urbanisme sur dalle. Et ben, ce qui a été décidé, c'est qu'on allait se conformer d'ores et déjà au plan climat. Et donc ce bâtiment, à l'issue des travaux d'ici 2 ou 3 ans, aura effectivement une facture énergétique diminuée de 60%. C'est un exemple concret. Alors que le schéma directeur n'est pas encore voté, on s'y plie déjà et on essaye d'avancer là-dessus. Et en l'occurrence, je remercie à nouveau mes collègues de la DCPA qui sont la cheville ouvrière de tous nos chantiers, puisque ce sont eux les vrais professionnels qui sont présents sur le chantier et qui mènent toutes les opérations de travaux neufs, d'être à nos côtés pour nous suivre dans ces projets. Et un petit truc bien compliqué pour vous faire mal à la tête, un projet dont je tairai le nom et la situation, exclusivité alors. Parce que rien n'est décidé aujourd'hui, mais on réfléchit à faire des équipements qui seront encore plus grands et qui seront encore plus mutualisés. En l'occurrence, pour faire simple, pour remplacer un conservatoire d'un des arrondissements de Paris qui est assez sous-doté, on envisage de coupler le conservatoire à une école polyvalente neuve qui doit être construite et d'utiliser la salle, le classique auditorium, en salle de spectacle. C'est-à-dire que d'un seul coup, là pour le coup on parlait de métabolisme, il va y avoir une vraie respiration dans le bâtiment, en tout cas c'est ce qu'on envisage de faire, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura le temps scolaire, l'école prendra place à l'intérieur du conservatoire, ce qui permettra d'être un support éventuellement, si on arrive à en discuter, si on veut le faire, ce qui sera le support d'un nouveau enseignement pédagogique basé sur l'enseignement de la musique, puisqu'il a été prouvé que les enfants qui font de la musique apprennent mieux à l'école parce qu'ils ont le sens de la répétition des choses. Donc c'est le gros machin jaune ici. Le gros machin jaune que vous avez ici, là, ça c'est des classes et des studios de répétition. Et puis de l'autre côté, ce gros patatoïde, c'est l'ensemble des activités qui vont pouvoir être, entre guillemets, pas privatisées, mais mis à disposition d'une programmation, donc une salle de spectacle, des salles de répétition qui bénéficient de gradins modulaires. Ces salles vont pouvoir effectivement être utilisées en tant que salle de spectacle, donc toujours pareil pour éviter ces espèces de creux pendant les périodes de vacances scolaires. Et puis au milieu, il reste notre embryon de conservatoire avec les studios, les classiques studios musicaux, des studios, alors je ne sais plus, il y a de l'art dramatique, toute cette partie-là c'est la danse. L'idée de la réversibilité des accès, c'est ce qu'on vous disait là, c'est que lorsque le conservatoire est fermé, peut-être que des élèves pourront encore accéder par l'extérieur de manière complètement autonome à ces espaces, et puis une salle numérique qui sera partagée par tout le monde, qu'on voudrait être totalement connecté. Voilà les rêves sur lesquels on travaille en ce moment. On n'est pas du tout certain d'aboutir, mais en tout cas l'idée c'est que vraiment le conservatoire prenne pied totalement au cœur de la cité, ne soit plus quelque chose dans lequel
seul un certain nombre d'élèves vont, mais qui soient vraiment totalement connectés à la vie active du quartier. Merci à vous. Jean Roland, merci beaucoup pour cette présentation.